Tout le monde est obsédé par la quantité de lait ingéré et la prise de poids. Si ton bébé suit la courbe et reprend son poids de naissance, tout va bien, on te laisse tranquille. S'il est trop mince, des mesures doivent être prises pour le faire boire plus. Bien que ce soit souvent nécessaire de prendre des mesures pour s'assurer qu'il soit bien nourri, cet épisode est très stressant. Puis quand on est stressé, on a tendance à faire quoi? Contrôler. Mais contrôler quoi? C'est tout nouveau, c'est un gros apprentissage. Il y a tellement de facteurs qui viennent faire obstacle à l'allaitement. Dans le but d'augmenter l'impression de contrôle, plusieurs parents décident malheureusement de cesser l'allaitement. Bon, il y a plein d'autres raisons, mais le besoin de contrôle est souvent un facteur qui est sous-jacent. Les parents sont vite rassurés par le nombre de millilitres qui sont engloutis, par les grammes qui augmentent. Quand on peut mesurer, c'est tangible, c'est concret, puis c'est rassurant. Mais dès que l'enfant déroge de ses habitudes, les parents s'inquiètent. Insidieusement, en grandissant, on apprend à être rigide sur nos habitudes alimentaires plutôt que d'écouter nos sensations de faim et de satiété. Je pourrais parler de l'allaitement pendant des heures. Des milliers de questions différentes surviennent sur des groupes Facebook un peu partout. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Mais à moins que vous me posiez des questions, si vous me posez des questions en commentaire, ça va me faire plaisir. Je suis marraine d'allaitement d'ailleurs. Mais sinon, je vous encourage, toutes les mamans, les futures mamans, les mères allaitantes, de demander une marraine d'allaitement auprès de l'organisme de votre région. Ici, c'est Comité d'allaitement maternel Calme. Bref. C'était juste une intro générale parce que j'ai souvent entendu des histoires de parents paniquer à la visite des infirmières, des mères continuer à tirer leur lait ou à allaiter pendant aux 2 heures, même après que la prise au sein soit bonne, puis que l'allaitement soit super bien installé. C'était donc important pour moi de souligner ce passage éprouvant-là dans le but de nous éclairer par la suite. Je commence par le début pour mieux comprendre, mais le Facebook Live, ça s'adresse à tous les âges. Là, je vois que j'ai déjà des gens qui regardent et qui ont partagé. Wow, c'est génial! Attends, je vais voir. Ouais, super! Je vois pas les commentaires. OK, oui, allô! Génial. C'est ça, moi, c'est Roxane, en fait. Puis, je m'occupe de la page l'approche confetti, valorisante et vulgarisée, où je donne plein de techniques d'intervention positive, valorisantes, bienveillantes pour intervenir auprès des enfants, que ce soit pour les parents ou les éducateurs, les animateurs, les profs, peu importe. Tous les outils sont bons. Des fois, ça peut nous inspirer. Puis j'ai même commencé un groupe Facebook cette semaine. Puis il y a déjà au-dessus de 150 membres. C'est génial. Ça s'appelle Partageons nos tips. Les techniques d'intervention positive et valorisante. Alors, belle communauté d'entraide qui commence. Puis aujourd'hui, je vous fais un Facebook Live sur l'alimentation, puis sur surtout quoi faire quand on est inquiet que notre enfant mange trop ou mange pas assez. Voilà, je vais juste voir. Oups, désolée. J'avais mis des petites questions à mettre. Bon, c'est pas grave. On va commencer par la première section. Regardez le rythme de l'enfant. Bien que ce soit rassurant d'établir et de suivre des balises au niveau de l'alimentation, les enfants ont chacun leur particularité. Il y a des petits mangeurs, des grands mangeurs. Il y a ceux qui mangent plus vite, ceux qui mangent plus lentement. Il y a ceux qui mangent plus souvent, mais des petites quantités. Ceux qui mangent beaucoup, mais qui peuvent tolérer plusieurs heures avant le prochain repas. La quantité des aliments ingérés dépend d'une journée à l'autre même.
comme les cacas, leur fréquence, leur texture. Bon, je vous épargne les détails. Il y a une panoplie de facteurs qui influencent le comportement lié à la nourriture et au poids. Par exemple, pour les bébés, quand les dents poussent, les enfants ont tendance à préférer demander le sein parce que c'est douloureux, les gencives, puis ça l'aide. Il y a des bébés qui ont des os super massifs. Ben, tu sais, des gens qui ont des os super massifs, ça les rend plus pesants que des gens qui ont, comme on dit, des frames de poulet, que c'est plutôt léger comme ossature. Il y en a qui sont distraits à table. Il y en a qui prennent le temps de s'amuser avec leur nourriture avant de manger ou après avoir mangé à leur faim. Il y en a qui parlent en mangeant, il y en a qui écoutent la télé. Bref, tous les goûts sont dans la nature. Puis c'est pour ça que c'est un peu absurde de catégoriser un enfant comme normal. La clé, c'est d'apprendre à faire confiance à notre enfant, à l'inciter à respecter ses limites de faim, peu importe l'âge. Bon, les bébés naissants, comme je vous disais, il faut s'assurer que la prise au sein soit bonne, qu'il soit capable de s'alimenter et de demander ce qu'il a besoin, que les couches sont bien mouillées, que les bébés ont des périodes d'éveil, bref. Mais une fois que l'allaitement est installé, on peut lâcher prise, c'est-à-dire faire confiance que l'enfant saura manifester ses besoins nutritionnels. C'est d'ailleurs la raison qui pousse à encourager, une des raisons qui pousse à encourager l'allaitement à la demande. C'est l'idée de mettre en lumière cette habitude-là qui est bonne pour tout le monde. Quelques petites informations utiles. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le lait maternel couvre 100% des besoins énergétiques. Entre 6 et 12 mois, le lait reste l'aliment principal et les aliments solides sont complémentaires au lait. De 12 à 24 mois, on estime qu'un tiers des besoins énergétiques d'un jeune enfant peut provenir de l'allaitement maternel et que les 2 tiers proviennent des aliments qui complètent son alimentation. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça très rassurant pour les parents qui ont des petits mangeurs. C'est donc pas grave que les bébés jouent avec leur nourriture plus qu'autre chose. C'est même plus important qu'ils apprennent à développer leur motricité, leur curiosité, dans le but d'être capables de se nourrir par eux-mêmes plus tard. Après l'âge de 1 an, les risques d'anémie, il peut y en avoir, mais c'est surtout risqué s'ils refusent de s'alimenter. Tu sais, plus jeune, c'est possible de faire manger un enfant de force. Il va clairement vous faire comprendre qu'il n'apprécie pas, mais c'est possible. Mais plus tard, ça ne l'est plus. Tu peux pas faire manger de force un enfant de 10 ans, même avant ça. C'est un élément sur lequel l'enfant a du pouvoir. Puis ça, il comprend assez vite, puis il l'exerce. On ne peut pas le faire avaler de force. C'est pourquoi, avant 1 an, c'est le moment parfait pour lui permettre de jouer avec la nourriture. Le bébé explore les goûts, les textures, les formes. C'est un passage nécessaire. Oui, ça va passer. À moins qu'on insiste pour qu'il reste propre. Quand on le chicane parce qu'il manque de manières, qu'on se fâche parce qu'il fait des dégâts, ben, ça peut perdurer plus longtemps. Il y a la phrase que j'aime bien, c'est « ce à quoi on résiste persiste ». Alors, plus on donne l'attention sur un comportement qui nous agresse, plus l'enfant va comprendre que c'est une manière qui peut avoir une connexion. En fait, j'aime remplacer le mot attention par connexion parce que c'est essentiellement ça que les enfants et même les plus vieux ont besoin pour quand ils ont des comportements pas nécessairement souhaitables, c'est qu'ils cherchent une manière de rentrer en connexion. Puis dès que, pouf, il y a un regard puis qu'il y a quelque chose qui se passe, souvent le besoin s'apaise.
Juste faire une petite face, nettoyer sans reproche, lui proposer d'aider pour créer l'habitude, tu sais. Puis éventuellement, l'enfant, il va avoir envie de nettoyer par lui-même pour réparer son erreur. Puis il va s'en rendre compte, puis il va chercher à réparer son erreur. Vous pouvez, par exemple, passer le balai avec lui permettre de l'aider avec un petit balai, peu importe. De toute façon, assez rapidement, il va vouloir faire comme les grands. Le besoin d'imitation, il est là. Il va vous voir manger avec des ustensiles. Il va vouloir faire moi-même, tout seul. Tu sais, il va regarder comment les autres mangent autour. Puis, ça va se faire naturellement. Une fois qu'il va avoir découvert, je sais pas moi, ce que ça fait de mettre des aliments dans son verre d'eau, puis qu'il va l'avoir fait une couple de fois, à un moment donné, ça va passer. Tu sais, c'est toutes des choses à explorer, puis ça lui permet de comprendre plein de choses de la physique. Hein? C'est intelligent, là, le cerveau des enfants. Ça permet de comprendre l'espace, la gravité et tout ça. Fait amusez-vous aussi. Amusez-vous avec l'enfant, valorisez ce qui est bien, rendez les repas plaisants, puis faites attention à comment vous mangez, hein, parce qu'il va l'apprendre. Si vous poussez votre nourriture sur votre fourchette au lieu d'utiliser le couteau, ben, il va faire pareil. Bref. Si ça vous dérange vraiment beaucoup, puis que vous prenez beaucoup de mesures pour faire en sorte de contrôler sa manière de manger ou sa quantité de manger, ben, ça risque de le stresser. Quand on est stressé, le corps ralentit la digestion et même des fois arrête la digestion. Ça fait aussi disparaître la sensation de faim. C'est donc pas étonnant que l'enfant s'il y a des fortes appréhensions par rapport au repas, s'il se sent jugé à table, agressé, forcé de manger, s'il ressent des émotions qui sont déplaisantes, blessantes pendant les repas, ça se peut qu'il arrête d'avoir faim quand le repas est servi, quand il sent que c'est sur le bord de se mettre à table, parce que là, les hormones de stress, ils l'envahissent. Puis, croyez-le, il a vraiment pas faim. Il se sent vraiment pas capable de manger. Il n'y a pas de sensation de faim. Puis même, des fois, il y a des sensations désagréables. Il peut avoir l'estomac noué, il peut avoir mal au ventre. Puis oui, il va se mettre à avoir faim 1 heure après le repas. Puis oui, c'est fâchant. On aurait tendance à le chicaner pour éviter qu'il refasse ce manège-là. Mais plus vous lui reprochez de demander de la nourriture, plus il va associer des pensées négatives à l'idée de demander à manger. Puis, en plus, il va associer les repas comme quelque chose de stressant. Juste pour vous donner une idée, là, vous donner des symptômes un petit peu. Les impacts du stress sur notre digestion qui sont les plus courants, c'est par exemple les brûlures d'estomac, des remontées acides, des ballonnements, des nausées, une sensation d'estomac noué, de la diarrhée. Le stress est un des facteurs qui favorise les brûlements d'estomac. 60% des personnes qui souffrent de ça reconnaissent que le stress est un facteur déclenchant. C'est comme un cercle vicieux, en fait. Il y a comme des périodes de stress, on a tendance à manger moins sainement, à boire plus de café, à manger trop vite. Ça augmente le risque de remontée acide, de brûlure d'estomac, de ballonnement, etc. Je vous explique ça pour développer un petit réflexe. Quand votre enfant a mal au ventre, juste de vous demander, est-ce que ça pourrait être dû au stress? Plutôt que de le bombarder de pilules, de le laisser tout seul pendant que vous allez chercher sur Internet, demander à des groupes Facebook quoi faire pour régler ça, pourquoi pas commencer par passer du bon temps avec lui, faire des jeux plaisants, rire, s'amuser,
faire boire quelque chose de réconfortant tout en étant rassurant. Là, vous allez me dire, si je fais ça, je vais encourager le comportement, puis il va toujours faire ça. Pas nécessairement. Même si c'est dû à l'anxiété, son mal de ventre, il va rester bien réel. Il pourrait même empirer. Puis, tu sais, en lui donnant des médicaments ou en le traînant chez le médecin, il va aussi avoir un renforcement positif parce qu'il va passer plus de temps avec vous. Puis il va ressentir votre soutien, votre amour, votre inquiétude par rapport à lui. Alors que passer du temps de qualité avec lui, vous pouvez faire ça n'importe quand. Il ne va pas nécessairement associer ça au mal de ventre. Vous pouvez le faire ça tous les jours, par prévention ou pour tous les autres bénéfices que ça l'amène. Grâce à une attitude calme, positive, enjouée, aimante, ça va y apprendre à mieux gérer son stress. C'est comme une manière de lui donner des outils pour éventuellement qu'il puisse savoir comment prendre soin de lui au lieu de se tourner vers un professionnel à chaque fois. Bien sûr, si le problème persiste, si votre instinct de maman vous pousse à croire qu'il y aurait un problème physique important, je vous incite fortement à aller consulter. C'est important de demander à votre pédiatre, à votre médecin de famille, peu importe, des conseils. Tu sais, je vous dis pas de pas aller les voir et tout ça. Je dis juste que commencer par y donner de l'attention, de l'apaiser, pourrait faire en sorte de libérer, de faire disparaître le mal de ventre s'il est lié au stress. Pourquoi? Parce qu'au lieu des hormones de stress, ça va être des hormones de bien-être qui vont être sécrétées, puis les symptômes pourraient partir comme ça. Fait que bref, si c'est un mal de ventre que vous soupçonnez que ça pourrait être dû au stress, ça pourrait être apaisé par prendre soin de votre enfant, peu importe de quelle manière, en fait, c'est votre appui qui est nécessaire. Je vais juste regarder. Ah, c'est un peu difficile. Je pensais que je serais capable de voir. Bon, je m'excuse, là, je vous fais ça. OK, je reviens ici. Parfait. Je vais regarder. OK, j'ai eu des commentaires. Il faudrait que les pédiatres t'écoutent parce que la première question qu'ils posent, c'est combien d'onces bébé boit? Eh boy! Ouais. Le nombre d'onces se calcule pas vraiment avec l'allaitement. C'est pas évident. Mais tu sais, même pour les pédiatres, c'est difficile des fois de trouver des références, de trouver des manières de pouvoir vous dire ça va, tu sais, c'est rassurant. Mais comme je vous dis, vous pouvez vous retourner vers les marraines d'allaitement. En fait, ils ont la même formation que les infirmières. Ils ont comme 2 jours de formation qui sont similaires à ce qu'ils reçoivent les infirmières, plus de la relation d'aide, plus de la formation continue par rapport à ça. Puis sinon, ben vous pouvez demander un deuxième avis aussi. Tu sais, si vous allez voir votre pédiatre, puis ce qu'il vous dit, c'est comme ça va contre vos instincts de parents, tu sais, vos sensations que vous avez, ben il n'y a rien de mal de demander un deuxième avis, tu sais, si vous connaissez quelqu'un qui est médecin ou si vous êtes capable d'aller dans une autre clinique, aller au CLSC. Il y a des infirmières aussi qui sont super compétentes là, parce qu'ils sont vraiment spécialisées en périnatalité. Tu sais, allez voir plusieurs ressources comme ça, puis vous allez peut-être trouver quelque chose qui fit avec la sensation que vous aviez en écoutant le besoin de vos enfants. J'espère que ça répond. Merci, Catherine, pour le commentaire. Maintenant, je vais passer à la section « L'effet du contrôle sur les troubles alimentaires ». Je ne sais pas si vous connaissez un peu les troubles alimentaires. Je vais faire un petit survol rapide juste pour vous donner une idée. L'anorexie, c'est la phobie d'engraisser, le refus de maintenir un poids considéré normal. La boulimie, c'est des épisodes de crise alimentaire suivis de comportements compensatoires. L'hyperphagie, en revanche, c'est pas suivi de comportements compensatoires, mais il y a aussi des épisodes de crise alimentaire vécus dans la honte, la culpabilité. La bigorexie, c'est le fait de jamais se trouver assez costaud.
Faire des entraînements excessifs, avoir vraiment une obsession pour les muscles. L'orthorexie, c'est un contrôle obsessif de la qualité des ingrédients. Fait qu'essentiellement de manger santé, d'être obsédé par l'idée de devoir manger santé. Il y a aussi l'obsession du corps, qui n'est pas un trouble de comportement alimentaire, mais qui précède souvent son apparition. C'est pourquoi c'est comme important de le garder en tête puis de chercher du soutien si jamais ça se manifeste. C'est en fait une préoccupation excessive concernant le corps, l'alimentation, comme une insatisfaction profonde par rapport à l'apparence, puis d'utiliser différents moyens pour essayer de modifier l'apparence. Selon vous, c'est quoi le point commun entre ces différents troubles alimentaires-là, entre les différents troubles alimentaires? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre si jamais vous voulez écrire en commentaire. Je pense que je vais baisser mon écran un peu. Gênez-vous pas. Je suis live. Le but, c'est de quand même pouvoir interagir un petit peu. Je vois que vous êtes quand même quelques-uns à regarder. Est-ce que vous me voyez toujours bien? Ouais, parfait. Fait que c'est des habitudes alimentaires qui sont anormales, qui ont une préoccupation par rapport au poids, à l'image corporelle. Mais l'élément central, ou du moins commun à tous, c'est le contrôle. Soit la sensation, ils disent aucune idée. Merci pour ta participation, Hicham. C'est le contrôle, c'est ça la bonne réponse. Soit la sensation, perte de contrôle, ou la volonté de contrôler. Il n'y a pas de cause unique pour les troubles alimentaires, mais certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres d'en être affectées. C'est quoi les facteurs de risque? La faible estime de soi, ou le sentiment de pas valoir, de pas avoir une grande valeur, l'impression de manquer de contrôle, le sentiment d'impuissance, le perfectionnisme, les relations familiales difficiles, les antécédents de mauvais traitements ou de traumatisme. En gros, avoir des parents dévalorisants ou qui usent de rapports de force. Plus vous tentez de contrôler un enfant, plus il va vous échapper. Surtout s'il y a l'avantage du pouvoir dans la situation que vous essayez de contrôler. Il y a 4 zones où l'enfant va toujours pouvoir avoir le dernier mot. Manger ou boire, faire caca, s'endormir, parler. Sur ces 4 zones-là, vous pouvez pas... C'est comme lui qui a l'avantage du pouvoir. Puis, les enfants s'en rendent compte assez vite. Aujourd'hui, je diabolise un peu le contrôle. Mais attention, il faut quand même regarder la durée, l'intensité, la répétition avant de juger que le contrôle est nocif pour l'enfant. Une certaine dose de contrôle est nécessaire, ne serait-ce que pour l'enfant se sente en sécurité avec vous. L'idée, c'est de ne pas l'inciter à manger de force. D'essayer qu'il se sente contrôlé. Il faut essayer, éviter qu'il se sente contrôlé. Comment faire ça? Les solutions arrivent très bientôt, mais juste avant, j'aimerais vous parler d'un autre concept qui combine la santé mentale et l'alimentation, la faim émotionnelle. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un concept qui est vraiment très intéressant. Je pense que beaucoup de gens gagneraient à y réfléchir. On le vit toutes à un moment ou à un autre. Tu sais, le stéréotype de aller chercher de la crème glacée après une rupture amoureuse. Certaines personnes le vivent plus que d'autres, plus intensément que d'autres. Il y en a pour lesquelles c'est quotidien. La faim émotionnelle, en fait,
ça se base sur le besoin de manger en réponse à des émotions négatives ou au stress, parce qu'on n'est pas capable de les gérer d'une autre façon. En fait, c'est que certaines personnes utilisent la nourriture comme technique pour mettre l'attention sur autre chose. Le fait de se concentrer sur la nourriture, ça va faire en sorte qu'ils prêtent pas attention à leurs émotions négatives. Tu sais, c'est une manière ou un autre de fuir nos émotions, que ça peut être quelqu'un d'autre utilise la cigarette, quelqu'un d'autre utilise la drogue, quelqu'un d'autre utilise, je sais pas moi, les jeux vidéo. Tu sais, ça dépend, mais c'est une manière de ne pas les ressentir ou du moins de trouver une manière de les apaiser. Selon certaines recherches, ça pourrait même être dû à des mauvaises pratiques parentales qui ont entraîné un mauvais développement émotionnel et psychologique de l'enfant. Ça provoque des réponses non appropriées comme manger par faim émotionnelle pour réguler les émotions. Que ce soit comme la stratégie en fait qui a été développée. Comment on fait pour différencier la faim physique et émotionnelle? Là, vous vous dites, je fais tout ça moi! Comment qu'on fait pour les différencier? Premièrement, la manière que ça apparaît. Une faim physique, ça augmente petit à petit. Normalement, on a le temps de cuisiner, tu sais, avant d'avoir le cerveau complètement déconnecté. La faim émotionnelle est intense, soudaine et pressante. Il y a vraiment comme une situation d'urgence qui est là par rapport à ça. On fait une nuance. C'est sûr que si vous êtes tellement occupé dans la journée que vous pensez pas à manger, puis que là, tout d'un coup, vous arrivez dans l'auto, vous êtes comme « J'ai 2 heures, j'ai pas dîné », ça se peut que la faim arrive soudainement, mais ça, c'est parce que les sensations de faim avaient été coupées par l'adrénaline. Bref. Le deuxième élément pour les différencier, c'est on a envie de manger quoi? Pour la faim physique, on a envie de manger les nutriments qu'on a besoin. Souvent que c'est complémentaire au dernier repas qu'on a eu et tout ça. Pour la faim émotionnelle, c'est souvent des repas réconfortants, sucrés, du resto, bref, de la malbouffe. La raison de la percussion, ça c'est le troisième critère. Pour les différencier, la raison pour la faim physique, c'est le besoin de nutriments pour survivre, tout simplement. Puis pour la faim émotionnelle, c'est pour réguler nos émotions et notre stress. Puis un autre élément qu'on peut utiliser pour les différencier, c'est la sensation qu'on a après. Quand on a mangé à notre faim, on est satisfait, on se sent rassasié. Mais quand on le fait par faim émotionnelle, on garde comme un goût amer, on se sent coupable. Puis ça se peut qu'on ait aussi un soulagement par rapport à notre mal-être émotionnel. Mais la faim émotionnelle est presque impossible à rassasier. C'est pourquoi ça peut mener à l'obésité. Puis là, on a tendance à faire des régimes. Puis c'est encore plus difficile après ça, tu sais, de gérer la faim émotionnelle. C'est pourquoi apprendre des stratégies alternatives de gestion des émotions pourrait être une avenue si on soupçonne que le problème, c'est une question de faim émotionnelle. Bon, j'arrive aux différentes solutions que je vous propose parce que ma spécialité, c'est de vulgariser des techniques d'intervention positives. Je vais vous en dire quelques-unes comme ça. N'hésitez pas si jamais vous voulez que je clarifie un peu plus. Puis, je vais bientôt faire un atelier pratique, là, vraiment workshop, vous faire travailler sur améliorer pour trouver des manières de faire de la communication positive. Fait que je survole certaines affaires-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis vous voyez là que vous voudriez approfondir ça, restez au courant de ma page et mon groupe, puis vous allez voir, je vais vous donner l'opportunité de vous inscrire, mais là, il va falloir que vous participiez, là, parce que ça vous demande de vous exercer.
Alors, une bonne manière de favoriser de bien manger, c'est de nommer les mots pour qu'ils fassent partie de leur pensée. Dans le fond, ça peut être, par exemple, ah, j'ai faim, j'ai trop hâte au souper. Tu sais, d'en parler, là, tu sais, quand vous savez que ça s'en vient et tout ça. Chérie, crois-tu que le souper va être prêt bientôt? Est-ce que tu veux que je t'aide à mettre la table? Ah, ça sent bon, on va sûrement bientôt manger. Tu sais, toutes des choses comme ça pour comme amener en tête de genre ça s'en vient. Parce que tu sais, je vous rappelle la sensation de faim, des fois, il faut qu'elle soit appelée un peu. Puis quand on commence à penser que c'est peut-être le temps de manger, souvent la sensation de faim, si on a faim pour vrai, arrive aussi par la suite. Vous pouvez aussi poser des questions à l'enfant. Préfères-tu que je te fasse réchauffer du quinoa ou du couscous? Quels fruits aimerais-tu avoir pour ton lunch? Ça peut être comme ça, là, soit des faux choix, des questions fermées, des questions ouvertes, plus ou moins ouvertes dans une catégorie. Ça peut être aussi des choix implicites, comme j'ai coupé plusieurs crudités, tu vas pouvoir te régaler. Ben, c'est implicite qu'il va pouvoir choisir quels légumes il préfère, mais au moins on veut qu'il mange des légumes. On va manger, ça te dit? En fait, là, moi, je rentre ça dans la catégorie question. Tout ce qui finit par une intonation à la fin plus aiguë. Tu sais, le point d'interrogation dans une phrase, c'est pas pour rien qu'on le met là, c'est parce que quand on le dit verbalement, ça fait comme « Hein? » Puis, c'est sûr que si on écrit une composition écrite, là, on va avoir des règles, veux-tu, blablabla, est-ce que, et tout ça. Mais en parler, ça pourrait juste être de mettre cette intonation-là dans une phrase affirmative qui la rend beaucoup moins, qui a vraiment moins l'air d'un ordre. Tu sais, comme, on s'en va manger, ça... attends une minute, c'est quoi j'ai dit tantôt? On s'en va manger, ça te dit? Tu sais, ça peut être des choses comme ça. Bref, tout ce qui sonne un peu comme une question peut rentrer dans cette catégorie-là. On peut aussi proposer plutôt qu'imposer. Fait qu'essentiellement, éviter les ordres, les interdictions, la transmission de sentiments qui sont de messages qui sont blessants, comme les reproches, les menaces, des phrases dévalorisantes, culpabilisantes. En fait, là, on essaye de toujours donner l'impression d'avoir le choix, d'avoir un certain degré de liberté. Fait que ça peut être une proposition comme qu'est-ce que tu préférerais faire non, attends. Que penserais-tu de faire des patates pour accompagner les croquettes de poulet? Tu sais, c'est comme j'amène ma proposition, puis il reste juste à être partant. Tu peux essayer cet éplucheur à légumes-là. Je trouve qu'il va vraiment mieux. Ou, tu sais, d'amener comme une bonne idée. J'ai une idée. On pourrait utiliser la guacamole comme trempette à légumes. On peut aussi utiliser des pronoms impersonnels, comme le on, le nous, le il. Par exemple, on va bientôt se mettre à table. On va commencer par la salade. Il faut mettre une bavette avant de s'asseoir. Je l'ai oublié. Tu sais. Puis on peut dire aussi tout haut une hésitation. Je me demande ce qui serait meilleur avec du tofu. Du riz, des nouilles, de l'orge. Puis l'enfant, s'il a envie de participer au choix, ben il va vous le faire savoir, ça c'est sûr. Créer de l'engouement pour la nourriture. Pourquoi vous croyez que les enfants sont aussi excités à l'idée de manger des chips, du chocolat, des biscuits ou de la pizza? Outre la quantité de sel et de sucre, c'est qu'ils voient dans vos yeux
que c'est excitant, que c'est spécial, que vous avez envie d'en manger, mais que vous essayez de modérer, de restreindre l'accès. C'est comme tous les facteurs pour créer l'envie. Je dis pas que si vous arrêtez de donner de l'intérêt au chocolat, ils vont arrêter sur le champ d'en vouloir. Je dis simplement que c'est possible de créer le même effet avec d'autres aliments moins populaires. Tu sais, par exemple, à la garderie de ma fille, l'éducatrice fait de la nourriture tunisienne. Puis, elle est vraiment fière de ses recettes traditionnelles. Puis, ses enfants, ils ont vraiment beaucoup d'engouement pour ces repas. Puis, ça fait en sorte que les enfants, ben, ils en raffolent. Le couscous tunisien, là, peu importe, quand elle dit couscous, les enfants sont excités. Ils ont vraiment envie d'en manger. Pourtant, quand j'y en ai offert, par exemple, des légumes sur un lit de couscous, elle avait joué avec plus qu'autre chose. Bref, on est des modèles, puis c'est possible de provoquer l'imitation en justement démontrant que c'est vraiment cool, que c'est bon, puis en créant... Imaginez-vous dans votre tête là que, par exemple, le radis, c'est comme du chocolat, puis vous allez pouvoir jouer le cinéma. C'est possible aussi de faire des jeux, d'utiliser l'humour, de faire des bruits de menoum, menoum, tu sais. C'est sûr que c'est un peu enfantin pour les bébés, mais même pour les plus vieux, d'être genre « Oh, miam, miam, miam! » Puis tu sais, comme, de juste le faire sincèrement, ça va créer l'engouement, là. Ils vont avoir envie de l'essayer positivement. La valorisation, hein, la manière que vous valorisez chaque aliment. Faites attention pour pas discriminer certains aliments plus que d'autres. L'anticipation positive, hein, vous pouvez créer un momentum. Vous pouvez attirer l'attention sur un élément. Vous pouvez créer de l'engouement pour un nouvel élément, là, comme les annonces qu'il y avait à mener à la télé là, qui parlaient d'un nouveau aliment, tout ça, ben, ça faisait en sorte que ça augmentait les ventes dans les épiceries, tu sais. Ben, pour les adultes. On peut aussi utiliser une tierce personne, hein, quand que c'est quelqu'un d'autre que maman et papa qui aiment ça, ça a tellement plus d'impact. Dans le fond, tout ce qui rentre dans la catégorie animation peut être fait pour inciter l'enfant à manger. Puis, tu sais, s'il y a un élément que l'enfant refuse, là, inquiétez-vous pas avec ça. Continuez à y proposer. Continuez à le mettre dans l'assiette. Forcez-le pas à le manger. Puis, éventuellement, il va finir par avoir envie de le manger. Tu sais, à force de le goûter, à force qu'il soit mélangé avec d'autres éléments et tout ça, il va finir par y arriver. Par contre, si vous insistez, ben là, il va peut-être rentrer en mode duel, puis par orgueil, il aimera pas ça. Moi, le brocoli, là, j'aime pas ça, juste parce que je me suis ostinée avec ma mère parce que j'en voulais pas. Ben, tu sais, des fois, j'en mets un petit peu, puis c'est pas si terrible que ça. Mais non, j'aime pas le brocoli. Des fois, on s'entête. Je voulais vous parler aussi de la conciliation. En fait, on parle souvent de mettre un cadre. Mais ça veut dire quoi concrètement, mettre un cadre? Moi, je me suis posé la question, puis j'en suis arrivée à une certaine conclusion qui fait en sorte que ce soit plus tangible dans notre tête. Pour le concrétiser, en fait, le truc, c'est de déterminer quels paramètres, puis là, je vais vous donner une liste de paramètres, sont non négociables. Puis là, ça ne peut pas être tous les paramètres. Quel paramètre est offert à l'enfant dès le départ? Puis quels paramètres sont comme gardés en poche pour être négociés pour concilier l'objectif du parent et celui de l'enfant? Parce que dans les faits, l'objectif du parent et de l'enfant sont souvent opposés. Puis c'est important d'écouter les besoins de l'enfant, mais c'est important aussi de garder en tête c'est quoi notre objectif. C'est quoi notre objectif d'intervention? C'est quoi notre besoin à nous, hein? Parce qu'à force de pas écouter nos besoins, ça peut ressortir en grosses émotions. Fait que c'est de prendre en considération ces éléments-là dans notre prise de décision. Fait que les paramètres de décision, on a le quand, le où, le qui, le quoi, le comment, le combien, pourquoi, lequel, dans quel ordre. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais ça, c'est ceux les plus courants, ceux auxquels j'ai pensé. La stratégie concrète, là, c'est d'avoir un paramètre qui est non négociable. Dans cette situation-là, pas nécessairement pour toujours, dans cette situation-là,
un paramètre qui est offert dès le départ, puis quelques paramètres qui sont négociables. Dans le cas de la nourriture, je vous le dis tout de suite, l'enfant doit avoir le contrôle sur le combien. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, c'est cela qu'on a envie de contrôler. Mais si vous voulez qu'il développe une relation saine avec la nourriture, vous devez lui laisser libre pouvoir sur le combien. Je vais vous donner l'exemple du cadre au camp de vacances où j'ai travaillé pendant plusieurs années parce que je le trouve vraiment bien fait en fait. Le camp, ben, c'était simple. Les repas sont à 8 heures, midi, 5 heures. Une collation le soir. Ou, ben, c'est dans la cafétéria, à la table qui est dédiée à notre groupe. Sauf pour certaines exceptions, comme quand on s'en allait en expé, des choses comme ça. Le quoi? Ben, en fait, on avait un bol par table pour chaque chose qui est servie. Fait que le repas principal, les crudités, le pain, la salade, etc. Comment ça fonctionnait? Ben, chacun se sert une portion raisonnable et peut se resservir à volonté. Sauf pour le dessert. Ça, on en a rien qu'un. Combien? À volonté. Autant que tu veux. La quantité que tu souhaites pour chaque ingrédient. Puis je vous dis, ça marchait toujours. Les enfants mangeaient. Je vais vous donner certaines répliques. Ah, j'ai pas faim! Ben, le prochain repas est à 5 heures. Si j'étais toi, je mangerais au moins un peu. Il finissait par manger. Ou il le regrettait parce que là, il avait faim à force de faire des activités toute l'après-midi. Puis au prochain repas, il mangeait très bien. Puis au suivant aussi. J'aime pas le repas. Ben, mange du pain ou des crudités ou ce que tu trouves de meilleur parmi ce qui est sur la table. Puis là, après ça, j'arrêtais de regarder l'enfant. Il finissait par manger. Sinon, s'il y avait un enfant qui se prenait une énorme portion, je disais, regarde, ce bol-là devait nous permettre d'avoir une portion chacun avant de demander un remplissage. La prochaine fois, est-ce que tu pourrais en prendre un peu moins? Tu pourrais te resservir après ça, là, sans problème. Puis, tu sais, je lui faisais savoir que j'espérais qu'il va au moins tout manger, parce que sinon, ça serait du gaspillage. Puis, souvent, il mangeait tout en étant de moins en moins convaincu, ou bien il réalisait qu'il avait gaspillé, puis pour les prochains repas, il se modérait. Puis ça, là, c'est même si les parents nous avaient dit « Ah, il mange pas beaucoup. Ah, il est difficile sur la nourriture. » Au camp, ça marchait. Puis là, vous allez vous dire « Ah ouais, mais moi, mon enfant, il est difficile. Je peux pas faire ça. » Écoutez, j'ai animé des jeunes référés par des CLSC, des hôpitaux, tu sais, des jeunes référés par la DPJ. 80% des enfants, là, ils étaient médicamentés. Puis ça, je vous le dis, dans la plupart du temps, ça coupe la faim. La plupart avaient des diagnostics, des troubles de comportement, des troubles de l'attachement. Clairement qu'ils s'essayaient, là. Clairement qu'ils testaient les limites. Clairement qu'ils essayaient de contrôler par la nourriture. Puis, c'était strict en plus, là. Tu sais, le camp, on contrôlait 3 paramètres. Dans votre cas, vous pouvez décider d'avoir de la flexibilité sur le quand. Vous pouvez faire des exceptions sur le où. Vous pouvez décider d'aller chercher autre chose dans le frigo. Bon, je vous dis pas que c'est bien ou c'est mal, je vous dis juste que vous pouvez choisir ça pour avoir de la conciliation, pour faire en sorte qu'il mange bien. C'est des possibilités que vous avez. C'est vraiment là, tu sais, de garder en tête l'objectif de l'enfant, l'objectif du parent, puis de voir dans cette situation précise-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les deux soient gagnants. Puis le but, au final, là, c'est d'inciter les enfants à écouter leurs sensations de faim et de satiété. C'est d'ailleurs mon prochain chapitre. Chapitre qui est peut-être pas un livre, là, mais la prochaine section.
En fait, quand vous contrôlez la quantité et même les moments où il mange, le message que vous envoyez, c'est que vous savez mieux que lui qu'est-ce qu'il devrait manger, quand et combien. Vous lui dites, dans le fond, qu'il ne devrait pas écouter son corps. Vous lui apprenez à passer outre, à faire taire ses sensations de faim. Puis ça, ben, ça a des implications à l'âge adulte. Comment je pourrais vous dire ça? C'est possible à tout âge de refaire la connexion avec nos sensations de faim et de satiété. La preuve, j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à travailler de nuit, ça a un peu comme chamboulé mes horaires. Tu sais, normalement, je mangeais en me levant, je mangeais autour de midi mon dîner, puis à 5 heures ou le plus tôt que je pouvais, je soupais parce que là, ça faisait déjà longtemps que j'avais eu un repas. Puis souvent, c'était suffisant, j'avais même pas besoin de manger dans la soirée, là, même si je me couchais à minuit. Sauf que là, quand je vais travailler pendant la nuit, ben, minuit, 1 heure du matin, là, le souper, il est loin. Puis j'ai besoin de carburant, tu sais, je m'en vais pas me coucher, là, j'ai besoin de carburant pour continuer. Fait que là, je me suis mis à manger, puis j'étais toute mêlée, je devrais manger quand, combien de repas par jour, à quel intervalle, j'étais toute mêlée, puis honnêtement, il y avait pas de réponse parce que de toute façon, c'est pas tous les jours que je vis de nuit, fait que tu sais, finalement, j'en suis arrivée à la conclusion, ben, je veux juste écouter mon corps. Je vais manger quand il me dit que j'ai faim, puis quand je sens que j'ai besoin de carburant pour continuer ma journée. Dans le fond, là, si on laisse l'enfant manger les quantités dont il a besoin, il va naturellement avoir un poids santé. C'est fou, hein? C'est aussi simple que ça. Dans la plupart des cas, c'est ça. C'est laissez-le, puis encouragez-le à manger à sa faim et à arrêter quand il a plus faim. Moi, c'est quand ma mère, ben quand j'étais jeune, en fait, moi j'avais vraiment un petit appétit d'oiseau, puis ma mère elle s'inquiétait, puis elle est allée voir son médecin, puis il a dit elle se laissera pas mourir de faim, laissez-la faire. Puis ma mère, elle a complètement lâché prise, honnêtement. C'est une bénédiction parce que dans ce temps-là, c'était pas nécessairement si commun que les médecins ils disaient ça, mais ça l'a vraiment beaucoup aidé parce que moi, je considère que je suis une personne qui va pas passer outre sa faim. Quand il me reste 3 bouchées dans mon assiette, j'arrête de manger, même si c'est pas nécessairement ce qu'on fait en général. Fait que c'est ça. C'est l'idée de questionner nos habitudes. Tu sais, ils viennent de où? Puis est-ce que c'est vraiment ça qui est nécessaire? Oh mon Dieu, je viens de voir que j'ai plein de commentaires. Dans le sens comment on voit la nourriture. L'approche face à la nourriture. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toute une question de perspective, de l'approche qu'on a par rapport à la nourriture. Tu sais, puis on va le voir, tu sais, certaines familles ont des habitudes super rigides, comme manger à des heures fixes, tu sais. C'est quoi l'utilité? C'est pour qui que ça l'aide? Dans quelles circonstances on peut faire des exceptions, tu sais? Souvent, les habitudes sont amenées sur des bonnes raisons, mais il faut les connaître pour être capable d'être flexible en temps utile. Il y a aussi le fait de manger le dessert à la fin du repas. Pourquoi on fait ça? C'est-tu vraiment bien? Parce que, tu sais, au fond, à la fin, si le corps a déjà tout pris ses nutriments, puis là, il y a du sucre qui arrive, il va faire quoi? Ah, j'en ai pas besoin. Fou! On entrepose en gras. Vous pouvez l'essayer à un moment donné. Donnez une petite quantité de dessert avant le repas. Vous allez voir si votre enfant mange quand même. Puis là, il y a peut-être plus de chances que les éléments du dessert soient intégrés, puis que le repas vienne compenser les autres éléments. On sait pas, tu sais. Think outside the box, des fois, ça peut être bien. Juste, je sais pas si vous le saviez, là, mais manger un fruit à la fin de repas, c'est pas vraiment bon. Parce qu'en fait,
Le fruit, il reste comme coincé dans le haut de l'estomac, pendant que les autres ingrédients, qui sont plus longs à digérer, se font digérer. Puis pendant ce temps-là, ben, il commence à fermenter, puis il se transforme comme en alcool. Tu sais, quelqu'un qui mange, mettons, un fruit à la fin de chaque repas, il peut se ramasser avec des effets secondaires similaires à un alcoolique. Tu sais. Des fois, c'est des choses comme ça qu'on s'imagine pas nécessairement, mais ça peut être la cause de problèmes de digestion ou de ballonnement, des choses comme ça. Tu sais. Bref, juste vous poser la question, pourquoi j'ai telles habitudes? Puis souvent, c'est des bonnes raisons, mais laisser un petit peu plus de liberté à votre enfant à ce niveau-là, ça pourrait peut-être aider. Un autre élément qui est très important, c'est de donner l'exemple. Ça, c'est bon dans toutes les circonstances, dans tous les ateliers que je donne. C'est vraiment si vous, comment je pourrais dire, mangez outre vos sensations de satiété, ça va les encourager à faire la même chose. Si vous voulez justement qu'ils développent ça, ben c'est de le dire à haute voix, tu sais. Par exemple, ah, je commence à avoir faim, je pense que c'est un bon moment pour commencer à préparer le souper. Ou je m'excuse, en ce moment, hein, je suis envahie par la faim. C'est difficile pour moi d'être là pour toi, mais après le souper, ça devrait aller mieux. Moi, je sais pas pour vous, là, mais quand j'ai trop faim, là, c'est comme s'il y avait des neurones qui se déconnectaient, là. Je suis vraiment moins bonne à capter les besoins de mon enfant. Puis souvent, c'est là que je dis à mon chum, occupe-toi d'elle, parce que moi, je suis plus capable. C'est bien de le reconnaître aussi pour que l'enfant aussi soit à l'affût, puis il fasse pas des grosses pétages de coche parce qu'il a faim finalement. S'il s'en rend compte, il va peut-être être un peu plus mature dans la gestion de ses émotions. C'est la même chose aussi, des fois j'ai pas faim, mais finalement, le repas rentre bien, hein, t'avais peut-être faim finalement. C'est ça. Puis sinon, pour la sensation de satiété, faut savoir qu'elle vient à retardement. Fait que si on mange trop vite, on peut peut-être passer outre, en fait, le nombre d'aliments qu'on avait besoin, puis la sensation de satiété peut arriver tout d'un coup. Surtout si on mange des éléments comme de la viande qui sont plutôt longs à digérer, ça pourrait faire en sorte que on engloutit une assiette de trop finalement. Puis pour ça, vous pouvez faire des tests. Hein. Vous pouvez, par exemple, faire différents services, puis attendre entre, tu sais, en profiter pour vous parler, tu sais, c'est pas encore prêt, la deuxième partie ou des choses comme ça. Puis à chaque fois, leur demander, t'as-tu faim? Tu sais, t'en veux-tu encore? Puis, tu sais, pas t'en veux-tu encore parce que tes yeux en veulent encore. T'as-tu encore de la place, tu sais? Ça peut être bon aussi de commencer par un fruit ou une salade pour, tu sais, dire au corps, je commence à te nourrir. Puis, quand on va finir le repas, ben là, ça va déjà faire un petit bout, tu sais, que l'estomac reçoit des aliments. Bref, toutes les idées sont bonnes. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ça, l'écoute de notre corps. Puis faites attention, si le problème de votre enfant, c'est qu'il mange trop à vos yeux, dire à l'enfant de manger moins, c'est un peu délicat parce que c'est difficile sur l'estime de soi. Il va déjà le voir là, dans les émissions à l'école, tu sais, par d'autres mondes, qu'il y a un peu plus de poids que la moyenne. Il n'y a pas vraiment besoin que la personne qui aime le plus au monde soit, comment je pourrais dire, soit dévalorisant en plus par rapport à ça. Tu sais, j'avais une amie au secondaire que son père l'appelait la grosse. Puis il faisait beaucoup de blagues sur sa bédaine. Elle était super mince, là. Elle était comme vraiment loin d'être grosse. Mais tu sais, il faisait des blagues. Mais c'est quand même des blagues qui sont dévalorisantes. Puis son estime de soi c'était pas très bonne. Puis on peut, tu sais, elle pouvait même s'imaginer, là, tu sais, qu'elle était grosse. Puis nous, on trouvait pas, tu sais.
Puis le truc pour ça, c'est vraiment de parler de sensation de faim de satiété plutôt que de parler de poids ou de quantité ingérée. Ça l'oriente l'attention sur quelque chose de constructif. Puis tu sais, l'important, c'est que l'enfant mange ce dont il a besoin. Puis quand on laisse s'autoréguler, je vous le dis, il y a beaucoup plus de chances d'atteindre naturellement un poids santé. Le dernier chapitre que j'ai à vous parler, c'est l'ambiance à table. L'ambiance à table fait une grosse différence sur comment je pourrais dire, sur comment l'enfant va manger. Par exemple, si c'est tendu, s'il se sent forcé, s'il y a des conflits à table, s'il y a de l'hostilité, si on l'ignore, si les parents déversent les émotions de leur journée aux enfants à table, comme je vous disais tantôt, avec le stress, ça se peut que ça coupe la faim, que ça donne pas envie de manger en famille. Puis tu sais, c'est tellement un bon moment pour passer du temps agréable ensemble. Tu sais, c'est vraiment une manière de connecter, d'interagir pour les humains. Tu sais, c'est pas pour rien là que en général, bon, en pas COVID là, mais en général, les habitudes pour voir des amis et voir de la famille et tout ça, c'est souvent autour d'une table, soit dans un resto, à une maison, on va bruncher, tu sais, c'est souvent relié à la nourriture parce que c'est vraiment quelque chose qui rend ça propice. Tu sais, quand je travaille au centre d'hébergement pour les femmes là, qui sont en état d'itinérance, même si c'est pas la meilleure mesure COVID, le fait de manger en face d'une femme, puis de partager cet élément-là, c'est souvent quelque chose qui favorise l'ouverture. C'est souvent là que j'ai le plus de confiance, tu sais, qu'il y a le plus de prise de conscience par la femme, qu'il y a des discussions qui sont vraiment profondes, tu sais. Fait que il y a comme un momentum qui se crée en fait autour de la nourriture. C'est fascinant. Puis, puis c'est ça. Si je vais vous donner un exemple en fait là que j'avais vu. Il y avait une mère que dans le fond sa fille qui était maintenant rendue adolescente refusait catégoriquement de manger de la viande. C'est sûr que ses parents s'inquiétaient là, qu'elle ait des carences et tout ça. Puis là, vous allez me dire, c'est pas grave, elle a juste à être végétarienne. Ouais, mais tu sais, ça s'arrêtait pas là. Dès qu'il arrivait avec un autre type de protéines, dès qu'il arrivait avec un autre type d'aliment qui pourrait combler les besoins en protéines, ben l'enfant le refusait aussi, tu sais. Parce qu'en fait, c'était une manière d'obtenir du contrôle, puis d'avoir l'attention de ses parents. Il y avait comme un renforcement positif, même si c'était comme déplaisant parce que c'était des chicanes et tout ça, ça faisait en sorte, tu sais, de renforcer en fait ce comportement-là. Imaginez comment ça devait être anxiogène pour les parents, puis plus ça fait des tensions, tu sais. Puis l'idée, c'est des fois, on peut juste faire confiance à l'enfant. Tu sais, rendu là, elle est ado, si elle se sent faible, là, puis qu'elle sent qu'il manque des affaires, ben, elle mangera en cachette, elle trouvera une manière d'aller chercher ses protéines, tu sais. Mais c'est vraiment difficile, là, tu sais, pour moi, lâcher prise, c'est un terme qui est un peu négatif parce que c'est comme d'abandonner un peu. Mais c'est juste vraiment le concept de faire confiance, tout simplement. Puis vous pouvez transformer le repas en un moment qui permet d'exprimer les émotions de la journée. Hein? Parce que souvent, quand un enfant s'oppose pendant la soirée, c'est pas particulièrement parce qu'il est fâché par rapport à ce que vous avez fait ou dit ou peu importe. C'est juste parce qu'il cherche le premier
prétexte pour sortir son émotion. Parce qu'à l'école, il s'est contrôlé, à l'école, il a vécu des choses, puis souvent, on a tendance à rejeter ça avec qui? Ben, avec la personne en qui on a le plus confiance, puis qu'on aime le plus, là, tu sais. Fait que ça peut être un bon moment pour, en prévention de ça, demander comment était ta journée, comment ça va aujourd'hui, puis d'essayer d'aller trouver, les petits éléments qui chicotent. Juste le fait d'avoir exprimé ça, il y a des bonnes chances que le reste de la journée se passe super bien. Fait que voilà, en fait, là, les conseils que je vous donnerais, c'est la même chose que la méthode CRAB que j'ai développée. C'est vraiment de formuler les choses à la positive, de donner l'impression d'un choix, de valoriser, hein, renforcement positif, on a valorisé, manifester de l'intérêt, donner de l'attention aux comportements qui sont souhaitables. Il y a aussi la notion de répétition. Hein? Pour les techniques d'intervention positive, ça prend beaucoup de répétition pour être intégré. Puis pour les techniques d'intervention négative, ben plus on en utilise, plus ça demande de l'effort, puis moins ça fonctionne. Fait que c'est de garder en tête ces idées-là, ces notions-là. L'adaptation, en fait, on parle souvent d'être ferme, mais d'être ferme sur quoi? Ben, d'être ferme sur nos limites à nous, de respecter nos besoins, pas ceux de la matante, pas ceux de la grand-mère, pas ceux de l'éducatrice, nos besoins à nous. C'est une danse, hein? Vraiment, c'est amener l'enfant à être sensible à nos besoins, puis ça va faire en sorte que lui aussi, il va considérer nos besoins si nous, on considère ses besoins. Hein? C'est donnant-donnant. Sinon, éviter les rapports de force, éviter le contrôle, surtout du combien, puis permettre la décharge émotive. Ça, c'est toutes des notions qui rentrent beaucoup dans la bienveillance, d'ailleurs. Fait que voilà, c'est vraiment, c'est ça, d'encourager les sensations de faim et de satiété, laisser l'enfant contrôler le combien, faire confiance, avoir une ambiance conviviale à table. Essentiellement, avec ça, vous devriez être en mesure de faire quelque chose pour le fait que ça vous inquiète que votre enfant mange trop ou pas assez. Là, je fais une précision quand même, c'est important. Ce que je dis remplace pas l'opinion du médecin. Je vous encourage fortement d'aller chercher leur opinion, surtout sur les enjeux de carence. Des fois, ça peut être rassurant, comme je vous disais, là, juste de se faire dire avant 1 an, c'est pas grave ou tout ça, les médecins vont être capables de vous le dire. Puis, c'est quand même important, là, plutôt qu'ils se ramassent à l'hôpital à devoir avoir du gavage et tout ça. C'est important, des fois, de prendre des actions avant. Mais je vous encourage vraiment à utiliser des techniques d'intervention positive, même si la première fois, ça n'a pas l'air de marcher. Au niveau de la santé mentale de votre enfant, ça va vraiment faire une grosse différence. Puis, pour les bébés naissants, on doit vraiment attendre que l'allaitement soit sous contrôle, que les obstacles dans sa capacité de se nourrir soient passés. Puis ensuite, on peut allaiter à la demande. Là, par exemple, dans mon cas, c'était la canicule après que j'ai accouché. Fait que ma fille, elle avait tellement chaud que genre, elle arrivait pas à prendre le sein, elle s'endormait. Fait que là, mes seins étaient tellement engorgés, fait qu'elle arrivait pas. Puis après une discussion avec l'infirmière, ben, on en a conclu que fallait qu'on aille s'acheter un air climatisé, puis un tire-lait, puis en 24 heures, on avait réglé la situation. Fait que, tu sais, des fois, il y a des interventions qui sont nécessaires, mais c'est rarement forcer l'enfant à manger. Voilà. Fait que merci pour votre écoute, d'avoir été là. Comme je vous dis, restez à l'affût de la page Facebook l'approche confiti valorisante et vulgarisée. Si c'est pas déjà fait aussi, assurez-vous d'aller joindre le groupe Facebook, partageons nos tips, techniques d'intervention positives et valorisantes. Là, c'est tout nouveau, mais il y a déjà beaucoup de monde, puis bientôt, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont pouvoir commencer à se poser par les membres et des réponses par les membres aussi. J'ai aussi un Instagram, intervention valorisante. Puis j'ai l'atelier pratique sur la communication positive là, que je vous prépare bientôt. Alors, vraiment, ça, c'est pas du contenu à écouter, comme je viens de vous dire là. C'est vraiment
c'est vraiment le fait de mettre en pratique puis arriver à au quotidien pouvoir faire de l'intervention puis de la communication positive. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous souhaitez partager ce Facebook Live, soyez bien libre. Ça va me faire plaisir. Puis n'hésitez pas aussi à rentrer en communication avec moi. Je fais de la consultation privée si jamais vous avez un cas plus particulier avec votre enfant. Puis n'hésitez pas à aimer, à commenter les comment qu'on appelle ça, les publications, parce que ça les fait rayonner beaucoup, hein, le fait que vous mettez des commentaires, ça fait en sorte que plus de gens le voient, puis c'est toutes des choses qui sont tellement utiles, puis il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, j'aurais aimé ça savoir ça quand j'avais des enfants», puis et tout ça, ben, tu sais, il est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, pour s'améliorer, puis somme toute, on fait ce qu'on peut comme parents avec les informations qu'on a. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'aider à ce niveau-là. Euh, on se revoit bientôt pour une prochaine activité en ligne. Merci beaucoup! Je vais juste arrêter. Bye bye!